Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce nouvel épisode de Classic Mix Tricks, nous allons aborder les réglages Bones-O pour le limiteur 1176. Dayton Burr O, mieux connu sous le nom de Bones-O, est un producteur américain ayant associé son nom à de nombreux hits pop des années 60 et 70. Il a notamment pu travailler avec Elvis Presley, The Mama and the Papas et de nombreux artistes de cette époque. Comme nous l'avons vu dans précédents épisodes de cette série, il n'est pas rare que des producteurs de renommée mondiale aient une affection particulière pour le compresseur limiteur 1176. Parmi ceux-ci, il est fréquent de rencontrer des ingénieurs du son ayant un pré-réglage favori de ce module hardware. C'est le cas de Bones-O qui a popularisé ce settings particulier qui met en avant la fonction de limiteur de ce compresseur. Ce pré-réglage est le suivant: attaque sur 6, release sur 7, ratio 12. Petit rappel concernant le 1176, les boutons d'attaque et de release sont inversés par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer sur les compresseurs. En effet, lorsque l'attaque est tassée vers la droite, cela implique que celle-ci est plus rapide. Il en est de même pour le release. Il faut savoir que sur un 1176, les temps d'attaque oscillent entre 20 microsecondes et 800 microsecondes. En d'autres termes, entre 0,02 et 0,8 millisecondes. Les temps de relâchement, eux, vont de 50 millisecondes, et même probablement un peu moins dans certains modèles, jusqu'à 1,1 seconde. On peut donc remarquer que les temps d'attaque et de release sont hyper rapides dans ce genre de réglage, et que le ratio de 12 implique une approche plus de limiteur bricole que de compression. Ces settings particulièrement agressifs impliquent donc un objectif clair: augmenter le niveau RMS ou Sony du signal en conservant un niveau crête identique. Sur quel type de signaux peuvent fonctionner ces réglages ? Eh bien, n'importe quelle source sur laquelle le mixeur souhaite sacrifier quelques transitoires au profit de l'épaisseur sonore. Même si aucune loi n'interdit d'utiliser ce genre de limiteur sur une batterie, des percussions ou une guitare acoustique, ces réglages sont plutôt bénéfiques à des instruments où le sustain est primordial. Parmi ceux-ci, on peut penser à la basse, aux guitares électriques ou encore aux voix peu puissantes. De plus, la saturation caractéristique apportée par le relâchement rapide de ce compresseur permet au signal de gagner en présence et en intensité. Qu'en est-il de la réduction de gain à apporter ? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, tout dépend de l'instrument et de la qualité de réponse du compresseur. En règle générale, commencer par une réduction allant de 5 à 10 dB met en évidence les caractéristiques de ce réglage. Essayons à présent ces settings sur quelques pistes de notre arrangement. Nous avons ici une basse et nous allons écouter cette basse sans le moindre traitement de compression. Soyez attentifs au metering ici, donc au crête-mètre, et vous voyez qu'il est pas mal réactif à ce que la basse joue. Et vous pouvez regarder également le metering du bus master qui vous propose un metering RMS et également un metering crête. À l'oreille, on l'entend et on voit très bien en suivant les pic-mètre et vue-mètre que cette basse est assez dynamique. Essayons les settings Bones-O sur notre basse et d'abord écoutons et ensuite regardons notre metering. Bien, on voit ici directement qu'au niveau des crêtes, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus stable, malgré que le volume d'écoute, le volume perçu soit quasiment identique. Et on se rend compte ici que la différence entre les crêtes et le RMS est également beaucoup plus stable. Faisons un avant-après pour nous rendre compte de la différence sonore qu'impliquent ces réglages.
On sent que la basse est beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus calée. Elle reste à sa place, elle ne va pas d'avant en arrière et reste bien plus fermement ancrée au centre de notre écoute. De plus, la saturation légère apportée par ce compresseur lui donne un peu plus d'attitude et de grain dans le haut du spectre. Je vous propose de réécouter avant-après en vous concentrant bien sur ces paramètres. Écoutons en contexte. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Bien, on constate dans le mix que la basse, lorsque le compresseur est activé, qu'elle est beaucoup plus solide et qu'elle a tendance à moins disparaître et apparaître. Elle reste bien à sa place et ce qui rend la balance de cette basse beaucoup plus efficace. Essayons ce settings sur une voix, par exemple, et on va choisir une voix ici un peu plus faible. The devil's on my shoulder, but he won't win. On voit que le chanteur ne donne pas énormément d'intensité. Voyons si le 11-76 avec les réglages Bounce O peuvent aider. The devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais soyez bien attentifs de nouveau au metering. The devil's on my shoulder, but he won't win. Et je vais essayer de compenser un petit peu la sortie pour que ce soit égal. The devil's on my shoulder, but he won't win. On remarque, et particulièrement sur la dernière note, le crête-mètre ne bouge pas. Il est quasiment au même volume, donc ça veut dire qu'au niveau crête, on est au même niveau. Et pourtant, on a l'impression, et même en réduisant un petit peu le niveau de sortie, que la voix galope vers l'avant. Et réécoutons un avant-après. The devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Donc on a là vraiment la réponse caractéristique d'un limiteur, à savoir réduire la différence entre la Sony et la crête, donc ce qu'on appelle la dynamic range ou le facteur de crête. Et donc ça nous permet d'avoir un volume perçu beaucoup plus important, tout en conservant du headroom au niveau du bus master, au niveau des crêtes. Écoutons la voix en contexte en supprimant la voix principale pour que c'est un minimum de sens. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. On se rend compte que le compresseur aide vraiment le chanteur à passer au-dessus du mix, à venir s'asseoir au-dessus et de prendre sa place et d'y rester. Alors comme dans toutes les vidéos du genre que j'ai fait dans cette série, j'aime comparer les plugins du même type sur différentes applications. J'ai préparé ici 4 plugins réglés plus ou moins de la même façon. Alors c'est pas toujours évident de retrouver les réglages identiques. En fait, il suffit pas de régler les boutons exactement dans la même position. En tout cas, pour ce qui est de l'étage de gain, parce que tous les plugins ne sont pas calibrés de la même façon. Donc, j'ai donc essayé de faire au mieux pour retrouver, sur base bien sûr du 6, 7, 12, même si ce modèle-ci propose des temps d'attaque un peu plus larges que l'original qui est ici, et également pour les temps de release. Donc j'ai essayé vraiment de retrouver plus ou moins la même couleur, et on va pouvoir donc comparer ces 4 instances qui simulent un 1176. Bien entendu, comme expliqué dans précédentes vidéos, ce ne sont pas les 4 seuls développeurs qui proposent une simulation de 1176. Il y en a énormément sur le marché, du gratuit, du pas cher, du très cher.
chacun trouvera bonheur. C'est assez souvent délicat et complexe de comparer ce genre de plugins qui eux-mêmes émulent des machines hardware parfois différentes. En effet, si vous prenez 2 boîtes hardware de 1176 et que vous les mettez l'une à côté de l'autre et vous faites un test AB, il y a fort à parier qu'à moins que leur numéro de série se suive et que les 2 machines aient exactement vécu la même vie dans le même studio, eh bien il y a fort à parier que vous aurez 2 sonorités différentes. C'est pourquoi il est parfois difficile de faire des comparatifs objectifs entre différents plugins. Lorsque vous lisez des forums ou vous lisez la section commentaires de certaines vidéos, eh bien, chacun trouvera que le plugin qu'il a acheté est la meilleure représentation. Mais sachez que c'est souvent très très subjectif. Alors après, parfois il y a des mauvaises simulations, on est bien d'accord, mais lorsqu'on rentre dans de la simulation qui a été programmée et étudiée pour avoir le maximum de ressemblance, eh bien les différences deviennent alors très subjectives. On va le voir ici, enfin on va essayer de le démontrer ici. J'ai mes préférences. Certes, il y a des différences de sonorité, alors mieux, moins bien, tout ça est subjectif, mais vous allez en voir quand même que malgré que les settings soient le plus rapprochés possible, eh bien on constate quand même des différences. On va commencer avec l'original pour se rafraîchir la mémoire. On va passer au Rocket. On va passer au Seven Sign. Et on va passer au Virtual Mix Rack qui contient le FG116 de Slate Digital. Et pour finir, on va essayer de faire un comparatif AB sans interruption. Alors je vais devoir essayer d'être le plus efficace possible avec le clic. On constate qu'il y en a un des 4 qui a une couleur légèrement différente. Il s'agit du Rocket. Et ça tombe bien car eh bien, c'est le seul qui propose le bouton d'impétus qui permet de doser finalement la couleur de la saturation. Donc essayons de nous rapprocher de ce qu'on a eu tout à l'heure. On n'arrive pas à avoir exactement la même chose, même au niveau de la dynamique, il se passe des choses un petit peu différentes, mais vous admettrez que ce sont finalement 2 parfums de glace différents, chacun trouvera son bonheur. Ce qu'il s'agit des autres, eh bien, les différences sont subtiles, certes réelles, mais subtiles, et encore une fois, c'est une question de subjectivité, et chacun trouvera son bonheur en fonction de ses moyens et de ses goûts. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ces petits settings de Bones O vous seront bien utiles et vous serviront dans vos mix à venir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager tout ça, s'abonner, vous connaissez la chanson. Et je vous quitte, je vous dis merci, à la prochaine. Ciao.